Donc, normalement, M. Lucier, pouvez-vous faire un test? Vous devriez avoir le contrôle de l'écran. Oui, je vais commencer. Très bien. Bonne présentation. Merci. Bien, bonsoir tout le monde. Juste revenir si vous me dérangez. Bonsoir tout le monde. Donc, bien heureux d'être avec vous ce soir pour partager un peu des travaux, mes connaissances sur les forêts d'origine de Montérégie. Je rajouterais le lac Champlain et du lac Champlain. Et c'est parce que là, juste un instant. Ça, pas là. Donc, forêt d'origine de Montérégie, je rajouterais le lac Champlain et la construction navale, donc dans les derniers 20 ans de la Nouvelle-France. Et j'ai mis un sous-titre qu'on peut appeler une histoire méconnue. Donc, on va le voir avec la conférence. Donc, avant de commencer, un peu un résumé de la conférence, les grands thèmes. Donc, la formation des milieux naturels, des basses terres. Donc, j'aime bien commencer par la base. Ensuite, présence abénaquis, iroquoise en Montérégie centre, surtout. Là, on est dans le corridor, surtout Richelieu, lac Champlain. L'avènement des Français, donc des seigneuries françaises du corridor du lac Champlain. Donc, ça amène les premiers inventaires forestiers. Ensuite, on tombe dans le vif du sujet, la construction navale en Nouvelle-France. 4 thèmes, la supervision des arsenaux français, l'approvisionnement en bois, les pièces de bois d'exception de marine, la production de vaisseaux de ligne, donc qui était à Québec, et enfin des enjeux industriels, parce qu'il faut rappeler que c'est notre première grande industrie au Québec. Je termine rapidement. Le régime britannique, un peu ce que ça a laissé comme héritage. Avant de commencer rapidement, donc juste me présenter en termes, je travaille en agroforesterie riveraine depuis presque 20 ans. Je suis géographe de formation. J'ai une petite firme de services conseil, donc en agroforesterie riveraine, en Montérégie. Et j'ai fondé la RAM, ça a un lien avec la construction navale, recherche appliquée en agroforesterie Montérégie-Est, donc une unité de recherche qui est collaboration avec des chercheurs professionnels, etc. Et si j'ai le temps, je suis membre fondateur d'un réseau de foresterie locale à Frelichburg. Premièrement, les milieux naturels. On parle souvent de changement climatique. Je pense qu'il y a quelques scientifiques dans l'auditoire, donc on va dire que c'est quand même une succession de changements climatiques. Et retournons à la base de ce qui a façonné nos paysages actuels. C'est donc, outre 4 milliards et plus de la formation de la Terre, on a le bouclier canadien, je ne me souviens jamais, 2-3 milliards d'années et plus. Moi, je suis à l'ombre des Appalaches, Mont-Sutton, 400 millions plus ou moins d'années. Et donc, entre les deux, une espèce de basse terre qui a plusieurs reprises. Et donc, la dernière glaciation, 18 000 ans plus ou moins, qui est allée jusqu'à la ville de New York, plus ou moins à la latitude de la ville de New York. Et donc, imaginez quand même 2 km de glace au-dessus de nos têtes. Je passe rapidement parce qu'on pourrait parler longtemps. Mer de Champlain, lac Alamsilis, etc., lac Vermont. Juste en résumé, donc, il y a 12 500 ans, plus ou moins, je ne suis pas expert dans la mer de Champlain, là, plus ou moins 150 mètres d'eau salée au-dessus de la Montérégie, peut-être je me trompe un peu. Et donc, un retrait qui laisse des basses terres riches au sud, dans la pointe, justement, là, qui s'en va vers Québec. Et donc, c'est notre dernier grand épisode géomorphologique du territoire, et ça laisse, entre autres, des pédopaysages, paysages pour les sols. Vous avez ici les plaques, à l'image de droite, bleues, donc les argiles marines, qui fait qu'aujourd'hui, on a une culture maïs, soya, etc., productive. Remontée des forêts, donc après l'assèchement des terres, on a encore, on voit en haut
l'Inlantis, le glacier qui monte. Et donc, on voit ici, c'est tiré de Pierre Richard, qui je pense est ici ce soir, professeur à l'Université de Montréal, qui travaillait beaucoup là-dessus. Donc, remontée des forêts. Donc, on a le chêne rouge, pin blanc, érable à sucre. J'ai mis le S pour Saint-Jean, parce que Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un petit peu l'épicentre de la conférence en partie, là. Donc, vous voyez quand même, il faut penser à ça. Et tranquillement, la forêt se crée, se forme. Et pour arriver aujourd'hui, on a sûrement des forestiers qui écoutent. L'érablière à carrier des Basses-Terres, ce que j'appelle le triangle rose. Donc, vous avez toujours le Saint-Jean qui est un peu au centre de ça, un petit peu dans l'Outaouais. Donc, on a l'érablière carrier avec tous ces éléments d'arbres feuillus d'intérêt auxquels je travaille avec plaisir. Donc, de tous ces arbres-là, on va s'attarder aux chênes ce soir, construction navale, surtout au niveau de la coque des bateaux, des navires, des vaisseaux. Donc, distribution des 4 espèces de chênes indigènes au Québec. On a le chêne rouge, le plus commun que tout le monde connaît, qui se rend jusque dans la région de Québec et sûrement plus. On le voit un peu partout. Nous, ici, on l'a dans les terrasses riveraines jusqu'au cap des monts Bromont, sur un peu les sols minces, rocheux. Donc, c'est un arbre qui est quand même une bonne amplitude écologique. Une densité de bois, 0,63 grammes centimètre cube. Donc, selon Lupien ici, je ne suis pas spécialiste du bois, mais c'est quand même une densité, voilà, on va la comparer avec nos 3 autres chênes qui sont dans la famille des chênes blancs. Au Québec, regardez, vous avez la distribution, la phytogéographie, distribution géographique de l'Amérique du Nord. Et on voit premièrement le chêne bicolore, comme les frênes, comme les érables. Chaque espèce, surtout de feuillus, a plusieurs espèces dans le genre, exemple, le frêne, il y a le frêne noir, frêne rouge, le frêne noir, un petit peu plus les pieds dans l'eau des fois, le frêne rouge, riverain et le frêne blanc. Les chênes, c'est un peu la même chose, les érables aussi, argentés, à sucre, rouge, etc. À sucre. Le chêne bicolore, donc, c'est celui qui a les pieds le plus dans l'eau et qui est capable de tolérer des inondations. On a 47 chênaies bicolores, donc un arbre rare au Québec. Et ensuite, donc une densité de 0,72, c'est intéressant, notez ça, donc en rive, pousse plus lentement, les inondations ont un stress dans la croissance. Ensuite, le chêne à gros fruits sur des terrasses un petit peu plus hautes, 0,64, donc pour terrasse, moyenne drainage un peu plus moyen. Et le chêne blanc, lui, il va même aimer plus les sols un peu sableux, légèrement acides. Et donc, un bois aussi d'une densité de 0,68. Donc, c'est vraiment le chêne bicolore, le chêne blanc, des bonnes densités. Et donc, ces 3 chênes-là, surtout vallée du Richelieu, Outaouais, chêne blanc plus Outaouais, on va y revenir. Voilà. Je vous mets parce que là, le reste de la conférence est surtout là-dessus. Le corridor général, le corridor Saint-Laurent-Richelieu, Lac-Champlain, construction navale à Québec. Le chantier est là. Donc, Q pour Québec, S pour Sorel, dans la jonction là, des plus ou moins Richelieu et la Yamaska. Et ensuite, C pour Chambly, Saint-Jean, Burlington, puis New York. On va voir pourquoi. Et donc, de façon plus d'approche, on a justement le corridor Richelieu-Lac-Champlain, donc Sorel en haut, puis Burlington. Donc, vous voyez, c'est vraiment un axe nord-sud qui a été très important dans l'histoire du nord-est de l'Amérique. Donc, premièrement, présence, tout ça, on a une forêt, présence des Premières Nations. Donc, on est dans un territoire, rivière Richelieu, qu'on appelait la rivière aux Iroquois pendant la Nouvelle-France. C'était vraiment un axe utilisé beaucoup par les Iroquois. Au lac Champlain, il y avait la rive ouest du lac, l'État de New York. C'était vraiment le territoire des Iroquois, surtout. Au Québec, Kanawake, Akwesasne, etc. Rive est, où moi j'habite, territoire plus Abénaki, qu'on appelle le Wabanaki, donc la grande terre, là, je pense, du soleil levant, donc avec
les Malécites, etc. Là, ça, c'est la grande région, ici dans la région Abénaki. Donc, 5000 à 3000 ans d'occupation du territoire. Ici, pas loin, on a au Vermont une petite ville qui s'appelle Swanton, qui est vraiment, c'est les Missisquoi, les Abénakis. Donc, on a des vestiges de presque 5000 ans. Donc, les Premières Nations, peu d'impact écologique sur l'utilisation du territoire en général. La chasse, la pêche, une certaine harmonie avec la nature. Bon, on n'a pas on n'a pas de documents, mais je pense que c'est les brûlis. Je pense des fois on brûlait les tourbières pour favoriser le petit fruit. Ce qu'on peut appeler, sauf erreur, pas trop de foresterie agressive. Donc, depuis justement 3000 ans, 5000 ans, les Abénakis de Missisquoi. Donc, c'est une communauté aujourd'hui quand même encore présente, 2000 personnes. Ici, le totem, c'est vraiment le site qui est aujourd'hui un champ de foin, mais qui avait, vous allez le voir, un important village. Et on arrive donc, après Cartier, etc., même avant, les seigneuries françaises du lac Champlain et du Richelieu. Donc, je dis toujours, c'est là que les problèmes commencent. Donc, Champlain vient. Avant, Champlain était même allé au Mexique avec Pierre Dugas de Mons. 1603, il se promène, Acadie, tout ça. Puis, 1608, fonde Québec, un magasin et non pas juste un comptoir. Mais c'est trop beau pour être vrai. 1609, un regroupement de Premières Nations dit là, on a fait de la business, ben là, on va aller guerroyer les Iroquois, donc les ennemis commerciaux, entre autres. Donc, Champlain descend au lac Champlain, vous connaissez l'histoire, avec peu de Français, et d'ailleurs, le meilleur tireur d'élite de la Nouvelle-France à cette époque-là accompagne. Et donc, on descend combattre les... Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que Champlain, qui est un excellent géographe, cartographe, dans ses descriptions, lui, il ne revient pas quand on lit les textes, les grands pins à partir de l'île aux Noix, l'île Sainte-Thérèse, il n'a jamais vu ça. Parce que là, on descend au sud des terres riches, notre mère de Champlain, et donc le corridor Richelieu, lac Champlain, d'ailleurs, le lac Champlain, quand il est arrivé devant cette grande étendue-là de la beauté, il a tout de suite mis à son nom. Et donc, voilà. Et c'est à retenir. Et donc, peu d'activités jusque dans les années 1700-1730 au Richelieu. On est quand même loin des Montréal et de Québec et aussi, donc, Iroquois. Donc, on se concentrait dans la vallée du Saint-Laurent. Puis là, tranquillement, la population, entre guillemets, augmente. Il y a la mission de Missisquoi dans la région du lac Champlain et Richelieu, qui est assez importante, qui est un espèce de camp de base à côté du village... ce que les Anglais appelaient le Indian Castle, qui avec une palissade, tout ça. Donc, à Swanton. Et donc, c'est de là, entre autres, partaient les raids à Abénaki avec les Anglais sur les villages anglais. Et vous avez ici, donc, la baie de Missisquoi. Il y avait plusieurs sortes. Vous avez la rivière, la grande rivière Missisquoi. C'est marqué ici, village Abénaki. En haut, c'est Champlain qui est le seul dessin de Champlain. C'est l'illustration de lui. Là, il y a une question ici, c'est possible de l'enlever. Donc, et là, ça commence à être intéressant. Le premier inventaire local forestier, là, ici, c'est sûr que c'est une présentation que j'ai beaucoup donnée région de Brome-Missisquoi, mais c'est comme un peu tout le temps, il existe là, différents endroits, Terrebonne, etc. Donc, ici, le premier inventaire local, et c'est une zone où moi, je plante des arbres. Donc, le 9 novembre 1733, la rivière du Brochet, aujourd'hui, c'est Haut-Brochet. Donc, ça dit sur deux arpents, je ne me souviens jamais, là, les chênes blancs, une lisière d'environ 2 arpents de large. Donc, on note les chênes blancs. Et donc, voilà. C'est notre premier, et ça, c'est Médard Valette de Chevigny, un très beau nom, qui était écrivain ordinaire du roi, donc avec un contrat, une subvention, comme aujourd'hui, qu'on appellerait ça, du ministère de la Marine Colonie. Donc, on commence à chercher, on sait qu'on est au sud, on a les carnets de Champlain, on sait que c'est là que ça se passe. L'activité forestière, donc le premier homme d'affaires, premier businessman
foresterie, Claude de Ramsay. Et d'ailleurs, le château Ramsay à Montréal. Donc, premier qui installe un moulin assis sur les rapides de Chambly, à l'embouchure de la rivière des Hurons. Donc, 1727. C'est le premier qui scie vraiment, puis qui chêne, pruche, pin, et que c'est pour l'exportation de la construction navale à Rochefort. Fait que déjà, on teste un peu c'est quoi cette affaire-là, la Nouvelle-France, puis les étendues de chênes et de forêts, parce que là, imaginez, là, il n'y a presque pas de champs dans ce coin-là. On est dans un terrain riche, donc il n'y a pas de mise en valeur. Et c'est là qu'on trace l'arpenteur Angers ou Auger, là, chez Zamet, c'est dans les vieux écrits. Lui, donc, il trace les premières seigneuries. Vous avez à gauche, là, vraiment les seigneuries. Donc, et dans ses carnets, vous avez une partie de son carnet, le texte sur les étendues des chenelières. Donc, lui, il dit hey, pour la construction de bateaux. Fait que, tranquillement, là, on ramasse des données. Et donc, tranquillement, on commence à développer ce territoire-là qui, aujourd'hui, appelons-le au sud de Saint-Jean puis de Chambly, le Haut-Richelieu et le lac Champlain, qui était donc français. Les Français étaient venus puis avaient pris possession. Les Anglais, eux, montent tranquillement, méthodiquement. Le français met bien, excusez l'expression, courailler en Amérique. Donc, on prend ces possessions-là et on trace des seigneuries. Vous avez vu la première carte, vous l'avez encore ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Donc, ici, vous avez les anciennes seigneuries c'était souvent des officiers qui ne faisaient rien, qui ne mettaient pas ça en valeur, c'était loin des grands centres. Bien, il y avait reprise au domaine royal. Moi, ce que j'appelle toujours la troisième couronne de banlieue. Au sud de Haut-Richelieu, il y a Bleury, Sabrevois, Foucault et le lac Champlain ici. Ici, c'est le Haut-Richelieu, le Richelieu qui arrive ici. Et vous avez par contre des nouvelles seigneuries qui se tracent, on va le voir tout à l'heure, donc un petit peu plus tard. Voilà, en 1748. Les deux grandes seigneuries, c'était Saint-Armand et Ramsay-Lagesse, qui était donc la famille Ramsay. Je pense que c'est la femme de Claude Ramsay. Claude Ramsay était décédé, puis elle était vraiment une femme d'affaires de haut niveau, très importante en Nouvelle-France. Donc, selon des données en 1713, ça vous donne comment il y avait plus ou moins 10 moulins assis. Ça, c'est des données que j'ai prises. 1739, on estimait à 70 moulins. C'était quand même, outre les petits moulins là, locaux. Puis, à la tombée de Nouvelle-France, 125. C'est une estimation, plus ou moins, c'est une estimation. Ça vaut ce que ça vaut. Donc, la construction navale, on arrive dans le vif du sujet. Donc, vers 1720-30, tranquillement, l'Espagne a chuté avec son armada au large de l'Angleterre. La Hollande est encore dans le coup, dans le sens que c'est elle qui fonde Manhattan, c'est les Hollandais, Cape Town, sud de l'Afrique du Sud. Donc, il y a des mines. On met tranquillement les Anglais en bons gestionnaires. Eux ont monté une flotte en Amérique tranquillement. Et qui va prendre le contrôle des mers? Et l'État qui prend le contrôle des mers et l'océan prend le contrôle du commerce mondial. Donc, là, c'est le roi de France, Louis XV, puis le roi Georges II. Le problème, c'est que, ça, c'est vers 740, une donnée, là, la France, plus ou moins 90 vaisseaux de guerre, l'Angleterre, 225. On va dire qu'il y a un certain dessin qui se fait. Donc, le vaisseau de guerre, c'est lui qui contrôlait les places fortes, les places stratégiques, et c'est plus de vaisseaux de guerre, plus de contrôle. Et donc, c'est la seule fois dans l'histoire que la France et l'Angleterre se sont battus sur mer. Donc, la France, tranquillement, on dit au roi, je pense qu'il faut construire des bateaux. Ça, là, on perd la course et ça fait un bout de temps, là, depuis les années 1730, qu'on ne lâche pas. Puis les autorités royales, ils ont un peu, sont frileux un peu. Et on parle de Québec, de la Nouvelle-France, du lac Champlain. Maurepas, le flamboyant Maurepas, qui est le ministre de la Marine et des colonies, respecté par les Anglais. Lui, c'était c'était une tête, comme on dit. Et donc, lui, il voit la poursuite de l'expansion de la flotte française en difficulté.
C'est lui qui a joué beaucoup dans les coulisses pour repartir de façon plus accélérée la construction navale. Colbert, avec Louis XIV, avait déjà des visées sur Québec. Colbert était très important. C'est lui qui a fait avec Louis XIV, qui ont fondé Rochefort. Rochefort, qui était une petite ville, et on en a fait le plus grand arsenal du monde dans les années 1700. La Corderie, c'est une ville fortifiée. Donc, et l'autre donnée, c'est que les forêts françaises, vous avez un arsenal, mais derrière l'arrière-pays, c'est là que vous allez chercher votre bois. Et sont épuisés. Il y a 4 grands arsenaux en France, Rochefort, Port-Royal, Brest, je pense, puis Toulon. Tranquillement, là, on cherche le bois, on fait venir du bois jusque de la Lorraine. Fait que là, je suis dans les patrons, comme on dit, et donc, il y a le ministre de la Marine Colonie, et il y a Duhamel du Monceau, qui est une personne très importante dans le processus, qui est la tête pensante au niveau technique puis au niveau scientifique, qui est un architecte ingénieur de la marine. C'est l'inspecteur de France qui s'inspecte, gère tous les arsenaux. Lui, c'est vraiment la marine. C'est pour certains, c'est assez étonnant, certains le nomment le père de la sylviculture moderne mondiale. C'est quand même rien. C'est quelqu'un qui a fait avancer, c'est quelqu'un qui travaillait jour et nuit. Et donc, c'est quelqu'un ici pour l'architecture navale. Donc, c'est quelqu'un qui a eu la bonne idée de regrouper toutes les connaissances, parce que comme dans même l'industrie, l'avionique, où les entreprises vont garder leurs secrets industriels, lui, il a dit non, non, si on veut que la France, on ramasse tout ça sous forme de ce traité-là, que je vous invite à lire, qui est disponible sur Internet, qui est vraiment impressionnant pour cette année-là, ces années-là, la quantité d'informations scientifiques. Et rapidement, parce que c'est important, donc c'est un scientifique prolifique, plusieurs traités, vous voyez le transport du bois, je vous invite, il y en a, exploitation des bois. C'est vraiment quelqu'un qui a passé sous le radar de l'histoire. Je pense, sauf erreur, le parc Monceau à Paris, c'est son honneur, mais j'ai lu un article dans un journal sérieux, puis c'est quelqu'un qui est reconnu pour avoir... Il est chimiste de formation, il est devenu agronome, chimie des sols. Après ça, il est tombé dans les arbres fruitiers. C'est le fondateur de l'école de la marine française. Premier sylviculteur moderne. Bon, il a travaillé sur les pêcheries. La médecine navale, c'est le premier qui fonde. La première école de médecine navale, c'est lui qui a fondé, parce que sur les vaisseaux, là, quand ça faisait 3 ans, bon. Et je vous invite rapidement, analyse physico-chimique du bois, lisez ça, ça n'a aucun bon sens comment c'est précis. Donc, lui, il regroupe ça pour un document pour la jeunesse, parce que, comme on dit, la jeunesse, c'est toujours l'avenir. Donc, ces écrits guident justement les futurs architectes ingénieurs navals. Donc, et c'est quelqu'un qui avait la grande qualité d'expérimenter beaucoup. Et il travaille sur le bois de chêne. Exemple, à quel âge est sa perfection, ses propriétés. C'est-tu mieux centenaire versus jeune en périphérie des forêts? Ça finit plus quand on se met à lire ça. Et donc, on parle du roi Maurepas, du Monceau qui gère. Et donc, en fin de compte, on décide 1738 plus ou moins de dire OK, on essaye ça, Québec, vos Chênaies, les autorités royales. Pendant 10 ans, on avait préparé, on voyait que ça s'en venait, l'intendant Hoccard. Donc, on avait préparé tout ce qui tourne autour de l'industrie, mis à part l'aspect forestier et charpente navale, etc. Le lin pour les voiles, les corderies, le brai, tout. Donc, en 1739, on envoie René Nicolas Levasseur. Et donc, lui, c'est un fils d'une famille de constructeurs assez illustre. C'est quelqu'un qui a passé du temps à Versailles à construire des petits vaisseaux pour le roi des canaux. Il a travaillé sur l'Aquilon, qui est dans l'histoire de la marine française, un vaisseau assez important. Donc, premièrement, il est aide-constructeur et ensuite constructeur en chef. Là, on a vite monté parce qu'il était très, comme on dit, le mot, c'est qu'il était zélé.
Donc, il devient constructeur en chef et le responsable de l'approvisionnement des bois matures. C'est important pour construire un vaisseau. Donc, il obtient la seigneurie. C'est le seigneur de Saint-Armand. On trace les limites pour lui. Donc, c'est une immense seigneurie, la deuxième plus grande. Et en plus, moi, j'habite pas loin. Je suis allé souvent sur la grande rivière Missisquoi. Donc, c'est des terres basses. C'est riche. Donc, un terrain prometteur pour lui. Ils ont souvent des visées commerciales outre leur fonction. Et voilà, il y a une bonne rupture de pente. C'est à Swanton que l'épicentre de la seigneurie, qui, je ne sais pas, pour certains qui connaissent Bedford, qui est un peu le même type de ville avec une rupture de pente justement à la fin des Appalaches. Et donc, en passant, la seigneurie de Saint-Armand, c'est la base cadastrale de tout ce qui va devenir les cantons de l'Est. Donc, c'est le seul territoire seigneurial le long de la frontière à l'est de la baie Missisquoi. Donc, on intensifie les explorations. Levasseur, lui, dès qu'il arrive à Québec, c'est tu t'en vas au sud parce que unité thermique, le gros bon sens, les sols riches, les arbres vont être plus gros. Donc, Levasseur vient environ 10 fois au lac Champlain, selon des registres. En passant, je salue M. Jacques Mathieu, professeur de l'Université de Laval, qui a fait, c'est le premier, sauf erreur, qui a fait un mémoire de maîtrise en 1968 et beaucoup de données sont là-dedans, l'Université de Laval. Donc, il vient 10 fois, lac Champlain, Richelieu, juste au lac Champlain. Mais c'est quelqu'un qui est allé jusqu'au lac Ontario, il a ratissé la vallée du Saint-Laurent, donc Yamaska, etc. Donc, on va le voir, la charpenterie navale, il y a des exigences, des dimensions requises. Donc, il remonte et là-bas, il n'y a pas de vanne de bois dans ce temps-là. Donc, on remonte à les rivières en espèce de chaloupe. Le lac Champlain est français. Vous avez à peu près la meilleure carte ici de 1744, justement, du ministère de la Marine, des colonies. Vous voyez d'ailleurs la rivière rivière Richelieu ou rivière de Sorel et ou des Iroquois. Donc, vous avez ça ici. On a la baie Missisquoi, l'île Lamotte, Montréal. Donc, ici, le lac Saint-Pierre avec toutes ces îles. Au lac Champlain, aujourd'hui, vous vous promenez, rivière Chazy, c'était la rivière Chassis. Donc, les Américains ont souvent gardé les noms français et les ont anglicisés. Moi, jeune, Ausable Chasm, c'est la grosse place, je ne sais pas trop là, pour sport nautique, c'était la rivière au sable. Au sable, on est dans les Adirondacks, donc c'est plus sableux que les schistes des Appalaches. Donc, justement, des dépôts sableux. Et là, des inventaires que vous avez vus, les textes, donc on parle de pinèdes rouges, on appelle des cyprès. Donc, ça, c'est pas clair. C'était-tu des pins rouges ou en tout cas à suivre? Et vous avez, exemple, ici un procès verbal qui aujourd'hui, on appelle ça un inventaire forestier. Moi, j'appelle ça de la poésie navale parce que, comme si vous lisez, j'ai tant vu de chaînes dans cette contrée. J'ai parcouru pendant 2 jours d'un soleil à l'autre. Et ils sont très beaux et je doute qu'ils en soient exploités dans les pays au-dessus. J'en doute, nos descendants vont être disettes. C'est un historien. Et donc, je dis toujours, ils ne savaient pas qu'il y a une chaîne de ça, des débusqueuses puis des multifonctionnels qui s'en venaient. Donc, les inventaires. Oui, excusez, il y a un son, je pense qu'il y a. Les inventaires, donc, je vous fais un portrait rapidement. Oui, c'est ça. Je pense qu'on demande à tous de fermer le micro parce que ça fait 2-3 fois qu'on entend là, des sons. S'il vous plaît, fermez le micro, votre micro. Donc, l'approvisionnement en bois et matures. Donc, Levasseur soit cette charge-là qui était une charge très importante. Le choix des arbres pour la construction des vaisseaux, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Donc, la charpenterie marine, très différent de notre charpenterie quand on construit une maison. Donc, c'est une haute importance là, qui est laissée aux experts. C'est une science. En France, c'était des officiers navals vraiment hautement formés qui font le choix en forêt. C'est très sérieux la chose. Vous êtes pogné en Nouvelle-France. Il y a peu de charpentiers d'expérience. Levasseur connaît bien la chose. Donc, on fait entre autres venir aussi des techniciens là, de France, mais comme on dit, c'est pas tout le monde qui embarquait dans le bateau, qui s'en allait dans cette contrée.
Donc, ça prend des pièces fourchues. Vous avez un immense chêne à gros fruits de 100 ans et plus. Regardez les courbes, c'est genre des fois de courbes qu'on recherchait. Vous voyez d'ailleurs à côté, justement, comment on appelle ça, une carcasse de bateau. Donc, toutes sortes de pièces fourchues. Donc, des pièces, exemple pour les varangues, les porcs, la coque, la carène. Donc, entre autres, tout le bois qui est submergé, que quand le vaisseau sur l'eau, c'est très important, très technique. Et le choix des sites, les lisières de forêt, les sites ouverts, des fois, il y avait une expertise justement qu'il y en a bien les arbres de milieu ouvert. L'arbre fait plus de branches qu'en forêt qui élague. Et donc, c'était vraiment une science quand on se met à lire là-dessus. Et donc, ensoleillé, donc les pièces courbes étaient précieuses. Donc, l'exploitation aux rivières du lac Champlain, les deltas, facilement accessibles. Un navire de ligne moyen, c'était 2500 à 3000 grandes pièces de bois, plus ou moins. Ça vous donne une idée. Vous avez ici excusez-moi, je vais juste revenir. Vous avez ici, vous voyez un peu ça, des dessins de 1760-70, vous voyez justement des dessins navals, la charpenterie navale. Ça vous donne un peu une idée de la précision quand même. Vous savez où s'en allait ce monde-là. Le donc, cherche les chênes blancs. L'énigme, un beau projet de maîtrise à l'Université Laval d'histoire forestière. Tout à l'heure, pour ça, je vous ai montré les 3 espèces de chênes blancs. Est-ce qu'ils récoltaient le chêne alba, le chêne blanc, macrocarpa ou le bicolore? Ils sont sur le bord des rivières. La logique, ils n'iront pas 3 km dans le bois pour chercher un arbre de 200 ans qui a un diamètre de 1 mètre, 1 mètre et quelques. Donc, c'était surtout riverain. Et ça, c'est une énigme, mais quand même intéressante. Vous avez vu, il y a quand même une variabilité dans la densité des bois. Il y avait aussi des pins blancs qu'on cherchait, des ormes aussi, l'orme est très dur. Il y avait une ordonnance seigneuriale de ne pas couper les chênes, les pins, justement, pour la construction navale. Donc, par contre, les agriculteurs, tout ça, eux, à un moment donné, il fallait qu'ils défrichent. Fait que des fois, il y avait un petit peu de problème de gestion de ça. Vous avez ici un autre extrait de procès-verbaux, c'est un peu. Mais on note là, des diamètres de 24 à 36 pouces, c'était très fréquent. Marchez dans vos forêts avec votre tête à mesurer, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Le pin blanc, ça c'était pour les mâts. Donc, les pins blancs, 28, 33 mètres. Marie-Victorin dit 33 mètres au Québec, pas sûr. Mais donc, c'est 3 parties donc, qui faisaient qu'on avait un mât d'une bonne hauteur et au banc qui solidifiait. Les travaux de coupe en janvier, on allait l'hiver, le bois glissait parce que sinon en été avec ce poids-là. Et là, encore une fois, il y avait un savoir-faire de comment récolter les arbres. Regardez ici, on s'intéressait à cette fourche-là sûrement. Si c'était mal coupé, on cassait l'arbre, on l'affaiblissait. Donc, c'était vraiment l'abattage, c'était encore une fois des bûcherons d'expérience. Et donc, c'est ça. Donc, c'est assez impressionnant comment ils ont pu gérer tout ça. Ensuite, le martelage, je passe à l'étape avant. Donc, on faisait une espèce d'entaille dans l'écorce et on frappait avec un marteau le lisse pour marquer que le lisse voulait dire que c'était du bois de marine, touchez-y pas. Et transport, manipulation, ça, je marque énigme. Comment ils ont pu transporter ça? Moi, j'ai un gros carré ovale que j'essaie de sortir d'une berge d'une rivière, puis juste les branches, en tout cas. Donc, la technique de flottaison, je pense que de ce que j'ai lu, il y avait des petits cageux avant les rapides de Chambly, puis ensuite des plus grands. Ça, c'est une image là, qui est plus, qui date, qui n'est pas de Nouvelle-France. Donc, c'est quand même, comment ils flottaient ça? Il y a les rapides de Chambly, et on parle quand même du lac Champlain, Rivière-au-Sable, même Burlington aujourd'hui, puis amener ça jusqu'à Québec. Voilà. Donc, les pièces... Hop là. Excusez-moi. Les pièces de bois d'exception de marine. Donc, le choix des arbres selon les sites dans la forêt, pour les forestiers qui écoutent,
qui travaille un peu sur la croissance d'arbres. Moi, je travaille un peu sur la croissance d'arbres agricoles. Selon le site, un site mal drainé versus un site mieux drainé qui a une bonne croissance, vous allez avoir une qualité de bois différente. Donc, quand on faisait des inventaires, on procédait à des analyses des fibres, on ramenait ça, on ramenait des échantillons de fibres, des fruits de l'arbre, le label qu'on appelait, qui est l'aubier, forme des arbres, les tiges torsadées. Donc, il y avait une connaissance et les exigences étaient bien précises dans les traités. C'était une autre foresterie. Ici, c'est une image d'une reconstitution, je pense, c'est tout de l'Hermione, mais c'est Jean-Marie Ballu, si vous voulez, vraiment, ça, c'est le livre de référence, vraiment très bien fait par des Français, Donc, le Vasseur faisait même apporter des gabarits au chantier de coupe, parce que là, on arrivait, puis on ne pouvait pas se tromper dans la courbe. Vous avez vu tout à l'heure la structure des bateaux. Donc, les chefs d'exploitation sont chargés. Il y avait vraiment pas une hiérarchie, mais il y avait toujours un chef qui, lui, était chargé de vérifier la qualité des bois exploités. Puis dans ce cas-ci, des vérifications nombreuses, rigoureuses. Le bois tard, qui était plus résistant, était aussi recherché. Donc, vous voyez ici là, des pièces là, bien parfaites pour... Et donc, vous voyez justement des dessins là, qui datent justement de 1760 dans des... ça, je ne suis pas sûr, c'est dans celui du Lamel du Monceau. Donc, vous voyez vraiment, là, ça, je pense à gauche, oui, sauf erreur. Donc, vous avez toutes sortes c'était, je ne suis pas expert ébéniste, mais c'est assez impressionnant comme. Et donc, une exigence élevée de bois de marine, c'est une tradition de savoir. Là, c'est une charpenterie. La charpenterie terrestre, on cherche 14 8 d'humidité, 8 là, pour la précision. Là, celle marine, il faut penser que ce bois-là est exposé à une humidité constante. Un vaisseau 5-10 ans sur les mers. Il y a une technique de façonnage de la bille. Quand on lit, c'est vraiment, là, on n'est plus, je reviens, on n'est plus dans une maison à l'air, puis c'est un bateau qui s'en va sur l'eau, puis l'eau salée, puis voilà. Donc, aussi, une affaire intéressante, rapidement, une forme non disponible, des fois des tailles trop petites, des volumes, des dimensions d'arbres trop petits. Donc, il y a une tradition de foresterie marine européenne, le bois de racine. Je ne sais pas s'il y a des forestiers, si ça vous dit quoi. Donc, des fois, on dessouchait un arbre pour aller chercher comme la courbe, puis la bois on prenait la racine, le bois de racine. Et donc, c'était des pièces qui étaient comme convoitées. La production de vaisseaux. Donc, à Québec, c'est modeste comparé à la France. Donc, j'ai fait un calcul, j'ai rassemblé des données, entre autres, je salue un collègue, M. Rénal Lessard, si je ne me trompe pas, de la Bibliothèque nationale. Donc, lui, entre autres, m'a envoyé des documents intéressants. Donc, une durée moyenne, c'était plus ou moins 5 ans. Ici, on construisait des vaisseaux de 2e, 3e rang. Donc, les premiers rangs, c'était des gros vaisseaux. Là, on prenait 4000 chaînes, 4000 gros arbres. Donc, faites un petit calcul, plus ou moins 2000, parce qu'on a aussi des frégates à un moment donné. Donc, on a plus ou moins coupé pour la construction navale 20 000, 22 000, 25 000 chaînes et en plus d'autres espèces d'arbres. L'espace disponible pour les tonneaux, le nombre de tonneaux, c'est ça qui fait le volume, tout ça. Donc, vous avez le lancement. Donc, le Vasseur arrive en 1739, le temps de construire le premier, le Canada. En 1742, il est lancé. Vous avez les dimensions, puis le nombre de tonneaux et les canons, toujours important. Voilà, et c'est drôle parce qu'on commence sur le Canada, puis on va le voir plus tard, ça finit par le Québec. Et De Cressé, qui est on va en reparler, qui est un adjoint de Levasseur, construit aussi 2 corvettes. Et voilà. Ça vous donne donc le chantier du cul-de-sac à Québec. Au début, le chantier naval était sur la rivière Saint-Charles. Et donc, après quelques années, passé profond, ce qu'on appelle un radouble, donc c'est ce qui lance le vaisseau.
on change, puis on choisit le cul-de-sac, la rue existe encore. Et aujourd'hui, c'est un beau stationnement en asphalte du groupe des Gagnés, pas loin de la traverse Lévis. Et donc, voilà, moi, rapidement, j'ai envoyé une demande à la Ville de Québec pour en faire un genre de petit monument, charpente de chêne blanc, etc. Il faut rêver dans la vie, puis je pense que ça serait vraiment bien que ça soit fait. Donc, le chantier de Québec, alors qu'à Rochefort, c'était plusieurs navires en chantier. Bon, nous, c'est 1 par 2 ans. Vous aviez donc une idée, là, un peu un vaisseau, là, un peu qu'est-ce que ça ressemblait. Ouais. Ça ne sera pas long. Je ne sais pas, je me suis trompé. Non. Excusez-moi. Problème là. Donc, quelques données industrielles. C'est une entreprise, une business. Donc, le Vasseur, lui, qui est un peu le patron de tout ça, le gestionnaire, l'hiver, ben, il va superviser les chantiers de coupe. L'été, il dessine ses nouveaux vaisseaux. Il y a les inventaires. Et c'est une course 4 saisons. En passant, il y a juste 5 enfants. Donc, c'est quelqu'un que, disons que pendant 20 ans, il n'a pas arrêté. C'était 2 ans de construction d'un navire de ligne. Et il y avait quand même 175 fournisseurs, les clous, les vins, les services, bûcherons, etc., dont 20 fournisseurs de bois, les Corbin, Lupien. Moi, j'ai un collègue ingénieur forestier, c'est Patrick Lupien, je ne me trompe pas. Le fils de Levasseur, qui s'est lancé aussi là-dedans, l'abbé Lepage, les Houles, la famille Houle, qui eux étaient spécialisés dans les bois courbes. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, 200 hommes employés au chantier, donc dont des superviseurs, des Français, souvent, qui avaient les connaissances. Et l'abbé Naquise, ça, c'est important d'en parler. Moi, je suis en territoire abénaki, construite tout à l'heure dans le tableau, je pense que c'est 1700, lancé en 1756. Donc, le Vasseur, sa seigneurie en plein territoire abénaki, dont d'ailleurs où il y avait un village, les Missisquoi, on revient en arrière. Son adjoint, parce que lui, à un moment donné, comme tout homme d'affaires, ça prend des adjoints, on ne peut pas tout faire, le jeune De Cressé. Et semble-t-il, donc, un vaisseau, ses qualités, rapidité, efficace en bombardement, puis tu sais, vraiment, c'est ça, et capable de quand même de prendre un certain tonnage. C'était le vaisseau idéal. Et donc, l'abbé Naquise, 950 tonneaux, 36 canons. On peut en dire que c'est une fierté collective parce qu'il est lancé en 1756, prise 2 ans plus tard par les Anglais. Puis, dans toute cette entreprise-là, je pense aujourd'hui dans les industries importantes, on se copiait et quand on saisissait un bateau, on le rentrait et on l'analysait. Et les lords de l'amirauté navale, quand ça rentrait en Angleterre, cette affaire-là, il a fait « wow ». C'était vraiment quelque chose de... Eux, c'était un bateau qui a été copié. Il a influencé un petit peu, il a été remarqué pour la suite de la construction navale anglaise qui a tranquillement pris le contrôle de la planète. Le soleil ne se couche pas sur l'Empire britannique. Donc, quelques enjeux industriels. Donc, justement, les coûts d'approvisionnement des industries navales en France, les arrière-pays, les arbres commençaient à manquer. On allait chercher ça dans la Baltique, le bois de Lorraine. C'est quand même à Québec, l'industrie. On allait chez le lac Champlain, on avait été arrivé à la conclusion que c'était au lac Champlain que ça se prenait surtout, les rivières Richelieu. Il y avait sûrement aussi d'autres sources. Mais imaginez le séchage, le problème de séchage en Nouvelle-France, les étés à plus 30, nos hivers, dans le temps qu'il y avait des hivers à moins 30, là, donc une variation de 60 degrés. En France, des climats doux, moins 5 fait froid, puis plus 30 dans les... Mais encore là. Donc, voilà. Et puis après 1750, les coûts des matériaux, ça commence à monter, même les fournisseurs, les coûts deviennent plus élevés. Duhamel du Monceau, comme patron, lui, il a dit « Envoyez-moi ça, ces bateaux-là qu'on construit à Québec. » Donc, il a inspecté les vaisseaux de 3e rang, qui sont quand même assez importants, le Caribou, le Saint-Laurent. Et donc, la conclusion de tout ça, le bois de chêne de Nouvelle-France, il trouve que la qualité est inférieure au bois français, écart de température moindre, le bois français. Eux, justement, ils importaient de la Baltique, ils étaient rendus
Et donc, une récolte à proximité des rivières, terrasses basses, même des fois pas marécageuses. Donc, est-ce que c'était du chêne bicolore, mal drainé? Il y a une belle étude à faire là-dessus. Pourriture, lui avait conclu, la pourriture s'est installée après 5 ans. Et même, je pense, quand on lit en détail, je pense qu'il voyait que des fois, des grands arbres, ils avaient commencé à pourrir tranquillement avant la récolte. Grands arbres de 100 ans et plus. Donc, eux, la conclusion, le bois était inadéquat pour les vaisseaux de grand tonnage. Donc, le mieux, c'était pour des navires marchands. Donc, à la fin, on construit plus petit, les frégates. D'ailleurs, vous voyez dans le tableau, si on vient au tableau, c'était des frégates. Rapidement, je pense tranquillement, le temps avance. Pas passer sous silence la venue de Père Kalm, le grand naturaliste suédois qui était l'assistant de Linné. Linné qui est quand même un des pères, sinon le père de la taxonomie moderne. Et donc, lui, on l'envoie faire une expédition nord-est américain de Philadelphie à Charlevoix. Et en passant, lui, c'est un voyage illustre. Il dit là, le bois de chêne européen est supérieur à celui de la Nouvelle-France. Puis, c'est les premiers travaux, les premiers inventaires, dans les premiers inventaires sérieux scientifiques là, qui sont faits, entre autres, au Québec. Donc, après, Louisbourg chute, arrêt du financement royal, ça se met, comme on dit, à tomber. On y croit peu. On a analysé les bateaux. Donc, par contre, on reconnaît le talent, les services exceptionnels de Levasseur. Il rentre en France en 1760, devient commissaire pour la marine, meurt plutôt dans l'oubli. Donc, une histoire méconnue. Les rentes de l'État à sa femme peu élevées. Donc, c'est quand même des gens. Puis, outre son poste de constructeur, il y avait des charges administratives. Donc, vraiment dans l'oubli avec Dumonceau. Et voilà. Donc, après ça, régime britannique, là, je pense qu'on tranquillement, on termine. Quelques petits diapos. Joseph Bouchette, qui lui a un peu repris un peu la tradition des inventaires des peuplements forestiers. Les Britanniques veulent savoir sont où les peuplements de forestiers d'intérêt pour l'exploitation. Donc, les premiers inventaires, c'est détaillé par localité, municipalité, paroisse. Les seigneuries devenaient des parish of Saint-Armand, qui était la seigneurie de Saint-Armand. Donc, moi, j'ai traduit ça vers Sutton, zone du Mont-Pinac, des hêtres à grandes feuilles, bouleaux, rapins, dans le canton de Stanbridge, donc autour de la baie Missisquoi. Donc, Thuya, Pruche, Chêne blanc et de très beaux chênes. Souligner le travail d'André Bouchard, qui a travaillé sur les actes notariés dans les années 80-90, je suis plus sûr. Donc, que lui, faisait avec les ventes de bois par lot, on pouvait savoir un peu quelle était la forêt d'origine. Quand même, la suite des travaux de Levasseur, géosystème maritime, donc transport des matières premières, autant ça va être de la brique, mais il y avait du bois aussi. Donc, Richelieu, Lac-Champlain, Saint-Jean-sur-Richelieu était un port très important. C'était le 3e port en importance à un moment donné, fin du 18e siècle. C'était un port très important parce qu'on était branché sur le lac Champlain. Donc, et New York se construisait. Donc, 2000 barges qui circulaient, entre autres avec du bois. Donc, 2 pôles d'exploitation dans le Haut-Richelieu, Lac-Champlain, puis même le corridor du Richelieu. Burlington, tout ce qui était un peu au sud, facile. Avant les rapides de Chambly, on allait vers le sud. Le port de Burlington, port de transition. On avait construit le canal du lac Champlain en 1830, entre le lac Champlain et le lac Georges, je ne me trompe pas, puis la rivière Hudson, dans la rivière Hudson. Et donc, un 40 angles de cours à bois autour des quais à Burlington, 170 millions de pieds planches, là, et une bonne partie venait du Québec. Et selon un collègue américain, il disait, vous nous donniez le bois. Ça a l'air qu'on donnait ça pour rien. Et vers 1880, dans la région, là, les forêts sont épuisées, à 1870. Et donc, c'était Burlington, 3e plus grand port de commerce du bois des États-Unis, 1820-30, si je ne me trompe pas. L'envoi vers New York se construit, New York bouffe tout le bois du bassin du lac Champlain. Et l'autre direction, port de Québec,
vers l'Angleterre. Donc là, je ne me souviens jamais, Québec était un des 3 grands ports de commerce de bois en Amérique. Sinon, je me demande s'il n'était pas le premier de mon année. Et comme je dis toujours, les Britanniques ont passé à balayeuse dans le corridor de la rivière Richelieu et ensuite l'Outaouais. J'ai regardé là, à droite, ici, ben, je pense qu'une bonne partie de nos beaux chênes blancs, que justement, là, des terrasses un peu plus sableuses du bouclier canadien. Donc, il y en a. Il y a ABC Stratégie, là, Isabelle Rabou, qui a fait justement une conférence sur les cageux. Donc, pourquoi toutes ces recherches historiques-là? Comme je dis souvent, moi, l'histoire pour l'histoire, ça ne m'intéresse pas. L'histoire appliquée, c'est intéressant. Donc, on travaille en agroforesterie riveraine. Donc, on réintroduit ces chênets-là disparus, chênes blancs, bicolores, gros fruits, avec ces textes, ces inventaires-là. C'est comme ça que tranquillement, je suis tombé là-dedans parce que moi, la guerre, ça ne m'intéresse pas aussi. Mais bon, c'était la construction navale. Comme je dis souvent, ça aurait été des jouets pour enfants. Bien, ça aurait été une conférence sur les jouets pour enfants. Donc, aujourd'hui, le chêne bicolore, 47 colonies, chêne blanc, un peu moins rare, mais dans la liste des classés des arbres rares. Donc, par contre, en agroforesterie, en faisant un traitement, vous voyez là, les techniques avec des paillis puis des climatiques. Donc, ça a une croissance ici des arbres à noix qui ont déjà des noix, sont 3 mètres et quelques après 4 ans, 5 ans. Donc, c'est assez intéressant. Tranquillement, on reconstitue un peu ces forêts-là. Voilà, je ne sais pas, je pense que j'ai dépassé un petit peu. Conclusion, donc, vous aviez un aperçu très rapide là, des forêts d'origine. C'est un petit secteur, hein. Il y avait la vallée du Saint-Laurent et j'appelle ça une saga navale militaire. C'est notre premier essai industriel, sauf erreur. J'ai fouillé, puis je ne suis pas sûr que, il y avait, bon, l'agriculture, tout ça, mais les forges Saint-Maurice, mais là, on regroupe, là, avec, comment on appelle ça, des fournisseurs. Et aussi l'aspect technique, ingénierie. Nos forêts patrimoniales, bien, perdues au fond des mers en peu de temps. Un vaisseau, des fois, se faisait couler après 2-3 ans, une mauvaise rencontre. Fait que, à nous de recréer ce patrimoine perdu. Donc, je parle surtout pour le sud du Québec. Et bien sûr, là, au nord, mais et aussi même, il y a un Américain, pour ne pas le nommer, M. Bill Keaton, qui lui travaille sur la structure des forêts anciennes, donc à partir des forêts, des fois qui ont 40-50 ans d'intervention. Donc, je pense qu'on est dans une mouvance à ce niveau-là. Et en passant, j'ai fouillé un peu, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de monde. Je me trompe peut-être parce que le long du fleuve, mais 2 constructeurs de bateaux de bois, les Verchères à Verchères, une entreprise, et au BIC, Daniel Saint-Pierre, s'il écoute, je le salue, qui lui répare des bateaux, puis construit chaloupes, tout ça. Et enfin, un jour, est-ce qu'on va reconstruire des goélettes sur le fleuve en bois, nos belles goélettes? Je pense qu'il n'en reste plus beaucoup. Alors, je termine avec Sylva Marina, je l'ai appelée comme ça, d'une proue de bateau, songeuse, un message à la main. Alors, voilà. Je remercie la Société d'histoire forestière du Québec d'avoir permis de présenter ça. C'est toujours intéressant de partager. Puis, Ministère Forêt-Fonds, c'est une présentation que j'avais faite à Frelichburg l'an passé, juste avant la pandémie. Et le service de la Défense, la République française, qui ont été très généreux, ils ont pris le temps, un an et quelques, là, de m'envoyer toutes sortes de documents. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié, puis ça va être avec un grand plaisir si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Lucie, c'est toi qui prends cette période-là pour animer les questions? Pas de problème. Pierre Mathieu, j'aurais une question. Je suis à Drummondville, le long de la rivière Saint-François, pas tellement loin de Richelieu et Fredericksburg. J'étais à Sandbridge il y a une semaine, j'ai vu le super beau chêne rouge. Ouais. Et ici, le long de la rivière Saint-François, les vieux producteurs forestiers me disent que avant que
on plante des pins avec la Shawinigan Power des années 30-40. C'était plein de chênes rouges. Qu'est-ce qui fait sur le plan pédologique qu'on a pu planter des pins rouges, qui ont remplacé des chênes rouges d'une façon aussi phénoménale? Je me pose la question, et plusieurs se posent la question, les chênes rouges, nous aussi, sont partis vers l'Europe. Là. Alors, et je voudrais une autre sous-question, c'est pourquoi vous vous intéressez plus aux chênes blancs qu'aux chênes rouges, alors que le chêne rouge, d'après nous, après ce que j'ai vu, a plus de chances de donner des beaux arbres que le chêne blanc. Est-ce une façon commerciale ou une façon, je ne sais pas, je cherche la réponse. Là, Merci. je ne comprends pas, toi. Ben, si vous me permettez, premièrement, pour l'aspect chêne rouge, pin rouge, là, c'est le géographe qui parle. Je ne suis pas expert dans l'historique, mais je sais que le Maine, on est tombé dans le résineux pour toutes sortes de raisons, et comme ici, un peu dans des cantons de l'Est où j'habite. Ça, je ne peux pas m'avancer, mais à un moment donné, le feuillu, sauf erreur, avait plus la cote, si je ne me trompe pas. Des forestiers vont pouvoir vraiment plus vous répondre. Par contre, si je pousse dans la conférence, c'est le chêne blanc, c'est que justement, le chêne rouge, on ne l'utilisait pas parce que votre bateau, il coulait. Donc, c'était pas, il était inapproprié pour la construction de vaisseaux. Et donc, c'est pour ça que c'est le chêne blanc, puis c'est ça. Donc, c'est le documentaire. Et c'est un arbre de plaine, puis donc le chêne rouge n'avait pratiquement pas d'intérêt, à part pour des pièces sur le pont, etc. Mais ce n'était pas un arbre qu'on l'inventoriait, je pense qu'on l'exploitait, mais l'arbre, ce qu'on cherchait, c'était les chênes blancs. Vous avez vu au début la densité du bois, puis pour toutes sortes de propriétés physico-chimiques de construction navale. Même après la Nouvelle-France, les Anglais, les Britanniques ont continué justement parce qu'eux, ils sont partis d'un bateau commerciaux, puis c'est le chêne blanc. Pour ça qu'aujourd'hui, le chêne blanc est bicolore. J'ai demandé un petit rêve, c'est de prendre tous ces écrits-là, en faire une cartographie, puis moi, je suis pas mal sûr que les populations étaient importantes, mais là, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, c'était vraiment... les chênes blancs étaient en fonction que c'était l'arbre prisé pour la construction navale. La structure, je parle, vraiment... Merci beaucoup. Ce que je veux surtout souligner, c'est que présentement, ce qu'on trouve dans la région de Phillipsburg et Sandbridge, Mystique, les plus beaux chênes, c'est des chênes rouges, pas les chênes blancs. Oui, c'est ça. Des arbres magnifiques. Oui, c'est ça, parce que je travaille aussi dans cette région-là. J'ai pas mal arpenté, là, ça fait 20 ans que je travaille là. Il y a 3 grands, immenses chênes à gros fruits au nord de Notre-Dame-de-Stanbridge, dans le ruisseau. Et c'est pas mal. Bedford, on va peut-être trouver quelques reliquats de vieux chênes blancs, gros fruits. Bicolores, non. Les derniers bicolores, je vais justement faire une animation histoire écologie le samedi prochain, sont à la réserve écologique et l'embouchure de la rivière au Brochet. Et il y en a une autre petite colonie naturelle qui est un EFE, classé EFE. Celle, la réserve écologique, là, c'est classé par le gouvernement. Et une autre partie a été achetée par des terres par conservation de la nature, parce que c'est des forêts avec du carrier ovale. Et l'autre, c'est au ruisseau East Swamp à Clarenceville, la baie Chapman. Donc, qu'est-ce que je disais? Ben voilà. Et donc, oui, par contre, le chêne rouge est aussi plus fréquent, comme j'ai dit au début. Là, ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Monsieur Lacasse, est-ce que vous voulez prendre la parole? Pierre Mathieu. Oui, monsieur Mathieu, je m'excuse. J'avais une question. Oui, on viendra à monsieur Mathieu après. Est-ce que je peux poser ma question? Oui, allez-y. OK, merci. Est-ce que vous avez trouvé des informations sur l'influence des conditions climatiques sur le bois de chêne qui pouvait être utilisé et la qualité qu'on pouvait trouver dans ce type de bois-là? Est-ce que le climat pouvait avoir un effet négatif sur la qualité du bois qu'on utilisait dans la construction navale? C'est une question que je me pose. Si vous avez trouvé... Très bonne question. Comment je peux dire, on rentre dans un détail qui est, comment je peux dire,
Un jour, quand je serai vieux, peut-être, c'est le genre de détails que j'aime. Mais avec l'information qui existe, pour sûr, il faudrait fouiller, comme M. Lessard que je vous parle, qui parlait tout à l'heure. Lui, je pense qu'il allait fouiller dans une bibliothèque, je pense à Harvard, ou je ne sais pas trop. Il a trouvé des informations, mais en gros, la réponse est peut-être à Toulon, dans le musée de la marine française, où là vous rentrez dans les archives, peut-être des notes de Levasseur ou de Cressé ou d'un autre. Mais c'est ça la réponse. Parce que sinon, dans les écrits disponibles, mais voilà. D'accord, merci. Monsieur Mathieu, avez-vous toujours une question? Oui, rien ne m'arrête. J'ai vu que je pense que vous allez être à Festibois début septembre prochain à Fredericksburg. Il y a là un rendez-vous important. C'est la 2e année qu'il y aura un festival pour le bois. Je pense que c'est une région formidable et je voulais juste encourager les gens qui veulent en savoir plus sur cette belle région du Bon-Missisquoi où il n'y a pas des grandes propriétés, mais il y a beaucoup, beaucoup d'essence de valeur. Oui. Oui. À côté de moi, je n'ose pas vous le montrer, mais j'ai du carré ovale que j'ai scié dans une scierie, qui est un arbre rare. Là, je ne l'ai pas pris dans la forêt. Il est tombé dans la rivière au Brochet. Et là, c'est juste des branches. C'est un arbre de 90 ans. Et oui, c'est une région. Fredericksburg est déjà dans un autre monde. La ligne se trace plus ou moins à Bedford, parce que Fredericksburg, la ligne n'est pas dans le bois, comme on dirait, mais Fredericksburg, étrangement, c'est la limite érablière à Carrier-Cordiforme à l'érablière à Tilleul. Parce qu'après ça, on tombe dans les crêtes du Mont-Pinac, puis le Carrier-Cordiforme, puis il disparaît, tout ça. Mais à l'ouest de Fredericksburg, des forêts très riches, puis à Fredericksburg aussi. Beaucoup les gens conservent aussi leur forêt, donc... Oui, puis on a d'autres questions? L'invitation au Festibois, vous allez vraiment... ceux qui aiment le bois, vous allez être bien servis. On fera une publicité pour Festibois. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, on va donner la parole à M. Lacasse. Pas d'autres questions? M. Lacasse, est-ce que vous prenez la parole? Je crois qu'il y avait M. Godbout tout à l'heure qui avait la main levée, mais je ne sais pas s'il a quitté. Je n'ai pas vu M. Godbout. M. Boivin aussi, je ne sais pas si... Oui, c'est Laurent Boivin. Bonjour, M. Boivin. Alors, bonjour. J'aimerais mentionner qu'il y a eu en 2008 un document qui a été réalisé par Guy Lessard, Québec Ville de Bois. Donc, c'est à consulter. Merci. C'est le téléphone. Merci, M. Boivin. Me détendre un peu. Bon, Parfait. M. Godbout? Non? Donc, je laisse la parole à M. Lacasse. Bon, bien, écoutez, merci, M. Boivin, de parler de Québec-Ville-de-Bois. Effectivement, Québec-Ville-de-Bois, faite par Guy Lessard, le CERFO et la Société d'histoire. Donc, oui, on a produit ça en 2008 là, pour le 400e de la Ville de Québec. C'est disponible d'ailleurs sur notre site Internet. Je voulais d'abord remercier M. Lucier pour sa présentation. Franchement, c'était d'un intérêt marquant et instructif aussi. Je vous dirais que ça fait un petit bout de temps là, que je fouille l'histoire et que je suis associé à l'histoire forestière. Et ce petit bout-là, on en connaissait une partie, mais je trouve fort intéressant là, le côté que vous avez fouillé. Je voulais aussi remercier Lucie Caron, qui a pris la relève rapidement, qui a coordonné l'inscription et cette rencontre-là au niveau technique. Je lui ai laissé ça tout de suite après avoir envoyé l'invitation mardi dernier. J'ai quitté et elle a pris cela à pied levé. Donc, merci, Lucie.
Je voulais aussi, j'en ai parlé un petit peu avant la réunion, on a une de nos administratrices qui, demain, va faire une conférence au Jardin de Métis qui s'appelle « Découvrir et s'approprier le territoire par l'écrit, émergence de la forêt dans la littérature canadienne-française de 1900 à 1950 ». Donc, Maude Flamand-Hubert est une de nos administratrices et elle est enseignante d'ailleurs à l'Université Laval, là, à la faculté de foresterie. Ce sera, à n'en pas douter, une conférence intéressante également. Je voulais juste vous dire en terminant, parce que c'est la dernière conférence que nous aurons avant l'automne prochain. Je vous invite à notre prochaine conférence qui devrait être au début de l'automne. J'espère que toutes les personnes qui sont là vont pouvoir se réinscrire l'automne prochain. On a d'autres sujets fort intéressants à vous présenter. Dans les prochaines semaines, surveillez le bulletin en forêt que nous allons vous expédier. On va vous parler, entre autres, de notre nouveau site Internet, ou plutôt notre site Internet renouvelé avec ses nouvelles fonctions et surtout une documentation très intéressante qui va être disponible aux membres. On va avoir tout près de 100 ans de revues forestières mises à la disposition des gens pour la recherche. Donc, là-dessus, je vous remercie de votre présence. On a eu une belle assistance ce soir. Est-ce que, Monsieur Lucier, vous avez un mot pour la fin? Ben non, sinon, que ça m'a vraiment fait plaisir de partager ça avec vous. Puis oui, peut-être que si des gens qui ont été intéressés, ben, j'ai un site Internet, mais bref, la société peut donner mon courriel, puis ça me ferait plaisir de demander si des fois l'information, je peux soit des fois compléter. Donc voilà, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si j'ai le temps, là, on termine la période d'agroforesterie de terrain. Mais voilà, ça me fait vraiment plaisir. Puis, M. Richard a levé la main. Est-ce que c'est encore à propos, M. Richard? Oui, enfin, si vous me permettez, je voulais… Oui, on va vous permettre, il n'y a pas de problème. On n'est pas à l'école. Je voulais remercier Charles. J'ai eu le plaisir de le connaître au département de géographie quand il avait probablement autour de 20 ans, peut-être un peu moins, un peu plus. Et je suis particulièrement admiratif des recherches qu'il a fait, des recherches historiques, parce que évidemment, moi, je suis dans l'histoire postglaciaire de la végétation du Québec. Actuellement, on rédige un dernier mémoire de recherche forestière sur les érablières. Et malheureusement, le pollen de chêne blanc, de chêne bicolore, de chêne à gros fruits est assez difficilement identifiable, celui du chêne rouge plus facilement. Et il y a eu au début de la colonisation végétale, après la forestation, il y a eu une longue période où le pollen de chêne rouge semble indiquer que le chêne rouge était beaucoup plus abondant. Par contre, on s'adresse à des lacs et des tourbières qui ne sont pas toujours riverains, et ce serait peut-être intéressant de retracer l'histoire à long terme des chênes de la tribu des Blancs pour voir un petit peu si on peut raccorder le passé lointain au passé récent. En tout cas, merci Charles et félicitations pour toute ton œuvre. Merci beaucoup. Donc, on vous remercie tout le monde. Ceci mettrait fin à la conférence. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Non? Bonsoir, à la prochaine. Merci, au plaisir. À la prochaine, au revoir. Merci, Lucie. Au revoir, merci. Plaisir, au revoir. À la prochaine. Bye. Au revoir.